J'espère que vous m'entendez bien, parce que le micro est fait juste pour enregistrer la séance. Peut-être est-il nécessaire deux choses. Une première qui est de l'ordre de la vie personnelle, mais qui est c'est toujours important de raconter sa vie. Et d'ailleurs, ça va être un peu l'objet de notre cours, même s'il est question d'histoire, de représentation et des formes urbaines. Cette année, je la dédie, si je puis dire, à un ami qui est décédé, qui était prêtre, un intellectuel et un anthropologue, qui s'appelle Maurice Gruau, qui est peu connu. Son anthropologie travaillait sur l'homme rituel, et en tant que prêtre, sa vie s'est passée, si je puis dire, je souris parce que la mort c'est pas forcément triste, hein, surtout à un certain âge. Sa vie s'est passée à entendre des histoires et à raconter des histoires. Et comme ça va être un de nos enjeux spécifiques de voir ce que c'est que les histoires, ce que c'est que même en faire des histoires, parce que j'aime bien ce mot avec toute sa variété, on se raconte des histoires. J'entendais les histoires de deux personnes dans la salle qui se racontaient leurs histoires de travail. Moi, je fais ci, moi, je fais là, avant la chose. L'histoire avec un grand H, dont il faudrait peut-être enlever le grand H, mais l'histoire comme discipline historique, et puis faire des histoires, c'est-à-dire à un moment donné s'occuper du réel et être soucieux de ce réel de telle sorte que surgisse quelque chose du réel qui fasse problème. Faire problème, c'est pas toujours être triste, hein, les choses sont pas tristes, même si j'ai dédicacé ce moment. La seconde chose à dire, c'est que je considère qu'il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le cours de l'an passé pour pouvoir participer de celui-ci et de continuer à travailler. Même s'il y a une continuité. L'an dernier, peut-être pour faire simple, vous voyez, on a remis une image que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient utilisée dans 1000 plateaux. On avait travaillé sur les images de capture. Sur les systèmes de capture, que les images de capture, en disant que notre mode d'accès au monde, nous en tant qu'êtres humains, mais ça n'appartient probablement pas uniquement à l'humain, était d'avoir des médiations, de construire des médiations, des systèmes de médiation qui sont des systèmes de capture qui représentent et qui construisent des modes de représentation du monde. Le premier cours avait été consacré notamment à la notion de perspective. L'invention de la perspective correspond pas simplement à une espèce d'événement pictural, elle correspond aussi à un événement politique qui est l'avènement du sujet dans la pensée politique du XIVe siècle et du XVe siècle, notamment en Italie, et qui se poursuit aujourd'hui encore avec le cinématographe, puisque c'est un appareil de capture perspectiviste. Et que la place du sujet, celui qui regarde, c'est pas simplement la place du spectateur, c'est aussi la place du citoyen. Ça a posé des questions sur la place du citoyen, etc. Donc ce système, c'est ce qu'on avait appelé l'an passé appareil de capture, amener des appareils de représentation, des appareils de manière d'être au monde. Et notamment, on avait rencontré dans ces appareils de capture la notion de narration. Et cette année, j'ai décidé d'articuler, de pencher sur cette notion de narration, mais plus particulièrement autour de la notion de récit. Alors, comme l'an dernier, je place ça aussi sous le patronage de Samuel Beckett, et notamment d'un texte sur lequel on aura à revenir, peut-être pas dans cette séance immédiatement, ça dépendra du temps qu'on mettra en œuvre pour présenter l'ensemble des séances aujourd'hui, notamment avec un texte de Samuel Beckett, donc, qui s'appelle La dernière bande, qui est un texte, me semble-t-il, un texte assez bref, hein, d'une quarantaine de pages. C'est une pièce de théâtre, et c'est l'enjeu, un double enjeu de comment on construit sa vie, comment un individu construit sa vie. Les personnages de Beckett, on dit toujours, ils sont perclus d'absurde, ils sont mis dans des mondes où ils sont enfermés, etc. C'est pas tout à fait vrai, hein. Je pense qu'il y a une mauvaise lecture de Beckett. Je suis pas historien de la littérature, je suis pas critique littéraire, donc je veux pas rentrer dans des conflits là-dessus. En tout cas, philosophiquement, ce qui m'intéresse dans ce texte, et puis par rapport à notre notion de système de représentation, c'est que c'est quelqu'un qui vit sa vie en la racontant. Et qui vit sa vie en la racontant par l'intermédiaire d'un moyen technique, c'est les bandes enregistrées de son passé.
On pourrait dire il tient journal, mais ce n'est pas une question d'écriture. L'appareillage technique a son importance puisque il revient sans arrêt en avant, il revient d'avant en arrière, il se projette lui-même dans le temps comme si c'était une construction de sa subjectivité passée par ce qu'il a enregistré par cet appareil, pourrait-on dire, de capture qu'est le magnétophone. Et tout se construit, tout son rapport à la temporalité, tout son rapport au monde, tout son rapport à sa subjectivité se construit. Alors, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit aussi, c'est ce que dit la fin du texte, d'une histoire d'amour éprouvée, dans une forme de regret et de nostalgie de ce qui s'est passé, mais la nostalgie se rejoue, c'est la reprise. Et je pense que c'est un de nos enjeux contemporains, la reprise. C'est pour ça que je me place sous le patronage de Beckett. Je pense que c'est un enjeu contemporain, la reprise, et que la reprise, c'est pas simplement le ressassement, au sens nietzschéen du thème. Si je commence à bafouiller, on est mal parti. C'est pas le ressassement au sens nietzschéen du thème, comme une forme de ressassement aigri, c'est pas la vache. C'est la métaphore qu'emploie Nietzsche. Vous verrez que les métaphores, me semble-t-il, ont un rôle de plus en plus important dans notre société, alors qu'on les récuse, on les dénonce, parce que c'est une manière de dénoncer l'image. À titre personnel, j'en ai assez d'entendre les gens dire « on vit dans un monde d'images, il y a trop d'images », il n'y a pas assez d'images. Il n'y a pas assez d'images, on pourrait faire du Godard, il n'y a pas assez d'images justes, il n'y a pas assez de belles images, certes. Le reste, ce n'est pas des images. Tout le reste qu'on nous propose, ce n'est pas des images. Il faudrait pouvoir, ce sera peut-être l'an prochain l'objet du cours si l'école urbaine poursuit cette initiative, mais je pense qu'on s'entend mal sur ce qu'on appelle des images. On a beaucoup d'illustrations, on va dire, on a beaucoup de vignettes, on n'a pas beaucoup d'images. Donc il n'y en a pas assez. Et les images, c'est ce qui nous aide à penser. Je pense que nous pensons sous deux formes particulières qui sont chacune et l'autre distinctes, même si c'est le même, la racine du mot est la même, l'imagination et l'imaginaire. Et donc on a besoin de producteurs d'images, mais on a besoin de vrais producteurs d'images. Que ce soit des documentaristes, on voit l'émergence depuis une trentaine d'années du rôle prédominant des documentaristes pour qu'on prenne conscience du réel. Je ne parle pas d'engagement, hein. Ce n'est pas une histoire d'engagement, d'être de gauche ou de droite, c'est simplement d'être en face de quelque chose. C'est la première fonction d'une image, nous mettre en face de quelque chose. Si on avait des images qui nous mettaient en face de quelque chose aujourd'hui, je veux faire le prophète, on n'en serait peut-être pas à cette situation-là. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me présente pas aux élections, donc vous pouvez oublier cette dernière portion de phrase. Mais il me semble important de rappeler que les images ont une positivité. Donc, qu'elles basculent de l'imagination à l'imaginaire, l'imagination étant une faculté, l'imaginaire étant un espace qu'on s'ouvre, un espace existentiel, individuel et collectif qu'on s'ouvre, d'où le rôle de l'art. Mais vous voyez que depuis que l'art existe, on n'en a jamais tenu compte et que les artistes ne se battent pas vraiment non plus pour qu'on en tienne compte. Je suis désolé de dire ça, hein, mais ça peut paraître choquant. J'espère qu'il n'y a pas d'artistes qui vont me casser la gueule à la sortie. Mais je crois que même les artistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Nous, en philosophie, on sait très bien depuis longtemps qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Qu'on est des insensés dans la cité, c'est ce que nous a appris Platon, c'est ce que nous a appris Aristote, c'est ce que nous apprend Hegel aussi. On est des insensés dans la cité. Les artistes ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de ce que devrait être l'art ou les arts, qu'on les pluralise ou qu'on... Il y a un enjeu, je pense qu'il y a un enjeu, alors je vais l'appeler politique, au sens fort du terme. Je suis d'accord avec Rancière sur cette idée, il y a un enjeu de redistribution du sensible. La redistribution du sensible, les seuls qui nous proposent et qui devraient nous proposer ça, c'est les artistes. Long préambule, vous allez voir qu'on va s'en éloigner un peu provoquant et un peu agressif, si je puis dire, dans la tonalité. Il n'y a rien d'agressif, mais c'est juste une forme de constat qu'on retrouvera à la fin des séances pour ceux qui auront la patience et l'énergie de supporter mes modalités discursives. Je pense qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui qui se joue, et on va voir que c'est lié aux images, c'est le récit. Alors pourquoi c'est le récit ?
je me place cette fois-ci, je vais citer encore quelqu'un, vous allez voir aujourd'hui je vais beaucoup citer, enfin là je renvoie plutôt que je vais citer, à quelqu'un qui s'appelle Jean-François Lyotard, philosophe, dont tout le monde a entendu un peu plus ou moins parler, puisqu'il a été le porteur de cette notion qu'on a appelée le postmoderne. Je dirais même plus, même si on n'est jamais inventeur, un philosophe comme un scientifique n'est jamais inventeur seul d'une conception ou d'une idée, c'est porté par une époque, parfois c'est porté par un collectif, c'est porté par un état d'esprit implicite. Il a été porteur de cette notion qu'on a appelée le postmoderne. Ce qui m'amuse, j'espère que ça vous amusera aussi. Ce qui m'amuse, c'est que quand Lyotard met en œuvre cette notion du postmoderne, il la met dans un rapport administratif. Le livre qu'il écrit, qui s'appelle La condition postmoderne, enfin, c'est pas le livre d'abord. Avant d'être un livre, c'est un rapport administratif qu'il écrit pour le ministère de l'Éducation nationale canadien, qui lui demande quelles sont les possibles transformations à apporter à l'éducation, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, on va dire, supérieure, pour qu'elle s'adapte au temps qui phase. Et une des réponses de Lyotard là-dedans, c'est de dire, vous voyez, enfin il écrit, je pourrais le citer, mais je préfère le jouer, vous voyez ce qui se joue aujourd'hui, c'est la disparition de ce qu'il appelle les grands récits au profit de micro-récits. Les grands récits, c'est ceux qui sont portés par des institutions, genre université, État, etc., qui portent des discours qui permettent le positionnement individuel dans une collectivité, dans un ensemble. Au moment où il écrit ce texte, il date de 1974, Lyotard constate que les institutions ne sont plus capables de porter ces grands récits. Nous, on en vit les effets, on le voit sans arrêt aujourd'hui. On voit même la multiplication de micro-récits institutionnels. Chaque institution s'invente un récit, s'invente donc une histoire, une tradition dans laquelle on devrait se positionner. Cette idée de base structure le discours de récit, structure le discours de Lyotard dans la condition postmoderne et l'amène à penser des notions qui paraissent un peu aujourd'hui étranges et qui pourraient même, si on mettait ça dans des catégories politiques, relever du libéralisme, le suivi individuel des étudiants, le suivi individuel de la notion de projet, etc., etc. L'amène à penser des choses comme ça, c'est-à-dire une individualisation, la dissipation des grands thèmes communs au profit de thèmes qui seraient plus individualisés, d'expériences qui seraient plus individuelles, qui seraient plus parcellaires, qui seraient plus secondaires. Cette idée m'intéresse, elle me trouble. Ce qui me trouble doublement, c'est que Lyotard écrit ça pour une institution, et puis qu'ensuite, ce discours soit repris. On l'entend sans arrêt, le discours sur le postmoderne, c'est la fin des grands récits. Aujourd'hui, là, en ce moment, on nous parle de la fin des partis politiques, etc., la fin des grandes structures, en fait, des structures englobantes au profit d'une dissémination sous des formes de microstructures, pourrait-on dire, ou de micro-récits qui vont nous porter, et voire même nous singulariser. Alors, cette question-là, elle est intéressante parce qu'elle pose la question du système de représentation qu'on a du monde. Le récit porté, il ne porte plus, pourrait-on dire, un système de représentation. On pourrait dire qu'à un moment donné, et c'est les grands fantasmes de l'histoire de la littérature sur lesquels il faudra peut-être revenir, mais même de l'histoire de l'art, de l'histoire du politique, on dit la Grèce, c'est l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Les historiens de l'Antiquité, enfin en tout cas ceux que je lis, qui s'appellent d'Étienne, Vernant, Gernet, ne disent pas ça. Ils nous montrent justement qu'il y a un récit superstructurant, l'Iliade et l'Odyssée, effectivement, mais qu'il y a une dissémination à l'intérieur même de ce qu'on pourrait appeler la grécité, d'une multiplicité de récits qui viennent s'articuler, s'agréger, voire s'opposer parfois à l'Iliade et l'Odyssée. Donc le schéma un peu de Lyotard serait à atténuer. Le deuxième élément, c'est que, alors en reprenant un peu le résumé qui a été proposé du cours, c'est qu'effectivement,
nos récits contemporains disent et manifestent une déshérence de la subjectivité. Le sujet pouvait se définir, ça a été tout un travail assez long historiquement pour que ça se mette en place, ça s'est joué sur la modernité entre le XVIe et le XVIIe. Nous, en France, on a une figure philosophique qui est assez importante pour ça, c'est Descartes. On va pas faire un cours, je ne veux pas, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours sur Descartes. Je sais même pas si je serais capable de faire un cours sur Descartes. Parce que c'est plus complexe qu'on ne le pense. Mais en tout cas, il y a une manifestation contemporaine de la déshérence de la subjectivité. Alors je vous rappelle ce que veut dire déshérence. La déshérence, c'est qu'il n'y a plus de propriétaire de la subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire que pour moi, ou pour chacun d'entre nous, n'être plus propriétaire de la subjectivité, de sa subjectivité? C'est le problème de l'assignation, de la capacité à dire « je » de soi, de porter même son propre récit de vie, la capacité à attester de sa propre vie. Je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Et on essaye, par tous les moyens, aujourd'hui, par des formes discursives, par des formes narratives, par des formes cinématographiques, par des formes picturales ou sculpturales, de préserver quand même cette assignation, le fait qu'on soit des sujets, si vous voulez. Donc on invente des récits pour ça. Chacun d'entre nous s'invente des récits. Dans notre petite vie, à des dimensions modestes, ou dans notre vie sociale, ou dans notre vie politique, etc., on s'invente des récits. J'ouvre tout de suite une parenthèse et je vous dis un nom qui sera important dans la série des cours qu'on a, et qui est quelqu'un qui est un peu oublié, mis à part les exercices de style, c'est Raymond Queneau. C'est le type... Pardon, c'est l'écrivain. Il faut que je tienne un certain registre de langage, puisque je suis dans un cours. C'est l'écrivain qui a le plus manifesté ce rapport de problématique à la subjectivité, à l'autorité et à l'autorialité. Alors, l'autorité, c'est le rapport de pouvoir que peut avoir un écrivain sur son langage. L'autorialité, c'est le fait d'avoir une maîtrise sur la langue pour exprimer ce rapport de pouvoir. C'est quelqu'un qui a énormément pensé ça. Il l'a pensé pour deux raisons. On oublie toujours, pour Raymond Queneau, on ne parle que des exercices de style, on ne parle donc que de la variation rhétorique des formes, ou le jeu rhétorique qui permet de produire des formes de texte. Il a produit d'autres romans, d'autres textes, qui sont fortement marqués par une expérience qu'il a faite d'être auditeur d'un philosophe qui s'appelle Kojève, Alexandre Kojève, qui est un philosophe un peu oublié, parfois à juste titre. Alexandre Kojève a été un des grands introducteurs et un des grands interprètes de la philosophie de Hegel, sur lequel on aura à revenir. Et une partie de ses romans, à Raymond Queneau, consiste à transposer, alors le terme n'est pas bon, mais à réécrire. Le dimanche de la vie, pourrait-on dire, c'est ou Loin de Ruelle, sont la réécriture de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. La Saint-Glinglin reprend des thèmes de la phénoménologie de Sartre. Le vol d'Icare reprend des thématiques à la fois kantiennes et hegeliennes, etc. Donc, ce n'est pas une vulgarisation, puisque tout ça, Queneau ne dit jamais en introït ou en introduction de ses romans, je vais réécrire la phénoménologie de l'esprit. Simplement, ce qui l'intéresse, notamment dans Les Fleurs Bleues, par exemple, c'est l'impossibilité, avant même que Lyotard en parle, puisque les romans de Queneau sont antérieurs à Lyotard, l'impossibilité de tenir des grands récits, et puis la nécessité de passer par des petits événements pour raconter des choses. Je pense qu'aujourd'hui, notre tendance, alors ça, je n'argumente pas encore, parce que je suis dans un effet d'annonce, c'est le premier cours, je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette logique-là d'avoir besoin une petitesse des récits, et qu'on construit cette petitesse des récits comme des formes de compléments d'expérience ou des compléments de soutien d'existence. C'est ça que j'appelle une expérience, c'est quelque chose qui permet de construire son existence, de soutien d'existence. Donc on a vu l'an passé que les appareils de capture du sensible adaptent nos perceptions et construisent des modes de représentation spécifiques.
face aux changements contemporains, les récits jouent un rôle eux aussi spécifique. Ils déploient, pour reprendre un peu ce que je dis, des modes d'appropriation pour répondre aux changements actuels de représentation. Et donc, répondre à des changements actuels de représentation, c'est répondre aussi à des changements d'état du monde. Pour saisir en quoi le récit comme appareil de capture est effectif, il faut comprendre, à mon avis, pourquoi et en quoi il développe de nouveaux espaces imaginaires. Ce que je vous disais, le rapport entre imagination et imaginaire. Tout le travail qu'on va faire, je n'en suis pas l'initiateur, c'est un philosophe italien, un penseur italien, peu connu, qui s'appelle Paolo Virno, qui l'a initié. Il est né en 1952, il est encore je crois qu'il est encore en vie. Je n'ai pas été vérifié, mais 1952, il doit avoir la soixantaine. Et ce philosophe italien a écrit un petit texte qui s'appelle « Grammaire de la multitude » dans les années 2000. Il a été édité en France en 2002, où il écrit ceci. « La transformation actuelle à laquelle nous avons affaire peut se résumer ainsi. Aujourd'hui, les lieux spécifiques du discours et de l'argumentation dépérissent et se dissolvent, tandis que les lieux communs, alors ce qu'il appelle lieux communs, c'est les formes logico-linguistiques génériques qui fondent tous nos discours, c'est aussi une citation, acquièrent une immédiate visibilité. » Donc voilà notre enjeu, ça va être d'étudier ces formes d'intellect général, de général intellect, qui est une expression que Virno emprunte, même si elle a une tonalité anglo-saxonne, qu'il emprunte à Marx, qui ne consiste pas à penser que nous arrivons à regrouper nos pensées de manière consensuelle. Non, c'est pas ça le général intellect. C'est la capacité que nous avons à penser en commun en nous appuyant sur des formes discursives particulières que nous extrayons de théories. C'est ce que raconte Marx dans les Grundrisse, dans les fondements, qui sont des notes. Alors voilà, c'est la trame générale de notre horizon. Alors peut-être formalisée un peu abstraitement, conceptuellement. Une autre manière de formaliser ça, j'espère que vous pouvez tous lire la note, consisterait à vous raconter des histoires. Des petits récits comme ça. Le premier récit, c'est que nous, philosophes, nous vivons avec quelques mythologies de récits. Je vais vous en raconter quelques-unes, dont celle-ci, celle de Hegel. On dit qu'Hegel, tous les matins, alors je ne vous relis pas précisément le texte, puisque le texte est la citation de Hegel de ce rapport, tous les matins se posait dans un bistrot ou dans un café et lisait le journal comme la Bible de la journée. Comme si les petits événements comme si les événements, on ne va pas les juger petits ou grands, comme si les événements que racontaient les journaux devaient déterminer un sens à son existence. Donc il écrit la lecture du journal le matin au lever est une sorte de prière du matin réaliste. On oriente vers Dieu ou vers ce qu'est le monde son attitude à l'égard du monde. Cela donne la même sécurité qu'ici, que l'on sache où l'on en est. Comme si le journal permettait de structurer l'armature de l'expérience de l'ordinaire, pourrait-on dire, du quotidien. On retrouve ça, d'ailleurs, il y a une autre analyse de ce type-là, et on verra on peut voir déjà qu'elle a son importance, c'est l'analyse que fait un philosophe français du XXe siècle qui s'appelle Merleau-Ponty à propos du fait divers. Qu'est-ce que c'est qu'un fait divers ? C'est la question sur laquelle parle dans Signes, dans un recueil de textes qui s'appelle Signes au pluriel de Merleau-Ponty, qui interroge ce qu'est le fait divers. Et sur le caractère significatif du fait divers. Comment il structure une lecture du monde. Donc, ces deux exemples pour vous dire que le récit, il structure une forme d'expérience et il nous amène à avoir une anticipation sur le rapport au monde que l'on a. Et peut-être l'importance qu'on a de construire nous-mêmes des récits, c'est une manière de structurer les choses. Alors, ce qui veut dire que si le récit, aujourd'hui, est une notion décisive,
c'est qu'il engage une logique de dépassement de la représentation traditionnelle, celle que portaient les grands récits, qui nous donnait de l'extérieur une représentation du monde, une grille de lecture du monde, et que nous avons à construire, nous, chacun d'entre nous, une grille de représentation du monde par rapport à des expériences que l'on met en forme. Sachant que ces expériences que l'on met en forme, je suis un grand lecteur de Walter Benjamin, moi je dis Benjamin, mais pour vous je dis Benjamin, sachant que Walter Benjamin nous a appris que nous sommes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, nous sommes pauvres en expérience. Alors, la pauvreté de nos expériences chez Benjamin, c'est pas qu'on n'ait pas d'expérience, c'est notre impuissance à les formaliser en des récits. Expérience et pauvreté, c'est un texte qui date de 1933. Entre 33 et 40, il va écrire un autre texte qui s'appelle Le Narrateur, où il dit « Ce qui manque à notre temps, ce sont des narrateurs ». C'est-à-dire des gens capables d'extraire de la pauvreté d'expérience quelque chose qui soit suffisamment fort pour lui donner du sens. Et les exemples qu'il prend, alors, c'est pas les exemples qu'il prend, c'est la mauvaise traduction. Comme je ne suis pas germaniste, je le lis en français. Le titre du texte, c'est le narrateur. En fait, le titre allemand, c'est le conteur. C'est plus exactement dit Erlehrer. Donc, je ne suis pas vraiment très bon en allemand, mais c'est quelque chose qui renvoie à un registre d'écriture et de formalisation du récit qui va entre la narration et le conte, qui sont des formes brèves. Et ça va nous intéresser, les formes brèves. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands récits. On pourrait reprendre, en évacuant l'intérêt qu'avait, pas Merleau-Ponty, Lyotard a utilisé cette notion, on pourrait reprendre cette notion de petit récit, du rôle de la brièveté aujourd'hui. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je vais faire un petit paradoxe, on a des romans qui font 500 pages et qui ne racontent rien. Et ce n'est pas un jugement de valeur, ou qui racontent peu de choses. Pourquoi aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, hein, c'est pas 2022, c'est depuis une dizaine d'années, on se retrouve avec des formes littéraires qui prennent parfois des dimensions de saga, des dimensions épiques de 500, 1000 pages, et qui nous racontent une espèce de, je vais employer un terme de peinture, une espèce de vanité du réel. Quand je dis vanité, c'est par rapport à la peinture, un rien. Un rien qui nous renvoie à une expérience fondamentale, peut-être, de la vie. Je suis fasciné par ça. Et ça va faire l'objet de notre travail ensemble. Je suis fasciné que la brièveté engendre une telle longueur. On m'avait demandé de faire un petit film, je ne sais pas s'il est passé, pour présenter ce cours. Dans ce petit film, je raconte une expérience que j'ai faite chez moi, que vous pouvez peut-être faire chez vous si vous avez des bibliothèques ou des vidéothèques. Je me suis amesuré, mais vraiment, hein, je la trouve ridicule, drôle, risible. Quand je veux dire ridicule, je la trouve risible, l'expérience que j'ai faite. Dans ma bibliothèque, j'ai mesuré ce qui est considéré comme un des écrivains les plus prolifiques au niveau de l'aphorisme et des plus riches au niveau, quand je dis prolifique au sens de signification, des aphorismes, c'est-à-dire Nietzsche. 1,20 m de rayonnage dans ma bibliothèque. Déjà, j'ai été surpris. Parce que quand on lit les livres, on s'occupe plus de son contenu que de les formes matérielles qu'elles occupent. J'étais surpris que ça prenait 1,20 m. Après, j'ai pris justement Hegel, le philosophe des systèmes, le grand philosophe, celui qui essaye de structurer, le dernier grand constructeur de systèmes philosophiques, œuvre complète, 80 cm. Nietzsche gagne contre Hegel déjà rien que par la taille du rayonnage. Alors, on peut en rire. Peut-être qu'il se joue aussi quelque chose de fondamental dans cette culture de la brièveté, du fragmentaire, de l'aphorisme, qui relève de ce que j'appelais au départ la reprise, peut-être d'une forme de réitération, de remâchement. On revient à la vache de Nietzsche, mais chez Hegel aussi, il y a une vache, au début de la phénoménologie de l'esprit. Peut-être que c'est intéressant d'interroger cette réitération, cette reprise qui accroît la dimension des choses.
On en a des formes contemporaines, et on va en parler, c'est la série télévisée qui est finalement quelque chose d'extrêmement ennuyeux en tant que tel à partir du moment où on analyse. On rentre dans les récits, on rentre dans les narrations, ça nous passionne. Moi, le premier, quand je dis ça, je ne porte pas un jugement de valeur quand je dis ça nous ennuie. Mais à partir du moment où on analyse, on voit que c'est la répétition du même. Donc il faudra faire, par exemple, et nous aurons à le faire, une distinction entre récit et feuilleton. Le récit, c'est des unités sériées, c'est de la dissémination mathématique, pourrait-on dire, comme des unités discrètes, ce qui nous ramènera peut-être à réfléchir à ce que c'est qu'un nombre. Mais une série reprend toujours les mêmes prototypes. Les mêmes personnages réapparaissent pratiquement les mêmes, dans les configurations les mêmes. Leur psychologie évolue un tout petit peu d'un épisode à un autre pour rattacher, pour faire une espèce de continuité. On devient un peu plus amis. Alors on est dans l'affectif par rapport à la série, on devient un peu plus amis avec les personnages, mais finalement, ce qui est raconté, c'est toujours la même chose. Je vais prendre des exemples de séries policières. Le but du jeu, c'est qu'il y a un meurtre au début, il y a un protocole, pourrait-on dire, ou une manière de résoudre le meurtre qui est particulière à tel personnage. Donc si c'est Mentaliste, pour citer des séries qui sont passées largement à la télévision, il y a une manière de faire qui est plutôt sur l'empathie, la psychologie, pour résoudre l'affaire, et puis finalement une théâtralisation. Mais voilà, la trame est toujours là. D'un épisode à l'autre, cette trame est toujours identique. Si c'est, je ne sais pas quoi, tel autre feuilleton, on pourra retrouver toujours la même trame. Donc on est dans la répétition du même qui devient un autre, qu'on accepte comme un autre. Alors que dans le feuilleton, ce n'était pas tout à fait la même chose. Feuilleton qui commence à disparaître dans les années 60-70, au profit de la série d'ailleurs. Alors je vais prendre un feuilleton qui me paraît... vous avez tous vu Vidocq, on était dans une progression d'épisode en épisode. La structure linéaire se poursuivait dans l'épisode. On avait parfois des petits effets de boucle qui ont initié la série, mais on avait une linéarité narrative. Et quand on ratait un épisode d'un feuilleton, on était bien embêté. Et à l'époque, il n'y avait pas Replay ou les chaînes de télévision, donc on relisait le résumé qu'on avait dans la presse. Aujourd'hui, on rate un épisode d'une série, outre le caractère affectif et empathique. Enfin, je sais pas, mais moi je juge que c'est pas très grave parce qu'elles reconduisent des unités narratives fermées, autonomes, donc des sériations, pourrait-on dire, des formes individuées qui fonctionnent de manière discrète. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec le nombre mathématique, puisque ce sont des discrétions, dit-on, les nombres mathématiques, mais on aura à s'attarder là-dessus. Et pourtant, on a le sentiment qu'elles forment un ensemble. Alors que le feuilleton, lui, poursuit une trame linéaire narrative qu'on revoit. Donc ces deux modes-là, ils sont intéressants. Ils posent la question de la sériation, c'est des questions qu'on va se poser, de la dissémination, c'est des questions qu'on va se poser, de la manière qu'on a de saisir le réel comme forme de représentation avec ça. On voit bien que, dans la logique que je viens de vous dire, le feuilleton est plus proche du tableau, pourrait-on dire. Ça nous donne une vision globale et on se promène dedans. Et que la série est plus proche du prélèvement. Et si j'emploie des termes, un tableau, ou de l'échantillon, si vous préférez, que prélèvement, échantillon, c'est que le feuilleton nous offrait peut-être une vision globale, unitaire du monde, alors que la série nous amène à avoir une vision parcellaire, émiettée du monde. D'où notre rapport à la brièveté, notre rapport aux formes narratives, un retour peut-être dans les formes narratives très fort du récit, au sens où parfois, c'est Barthes qui dit ça, Shklovsky aussi, qui est un formaliste russe qui a travaillé sur les formes littéraires, qui disent une des spécificités du récit, c'est le passé simple. Il arriva, etc., etc., etc.
Ce qui fait dire à Deleuze que le propre de la nouvelle, par exemple, c'est qu'est-ce qui s'est passé, le propre du roman, c'est qu'est-ce qui se passe, et le propre du conte, ce serait qu'est-ce qui se serait passé. Et que les formes de récit et les formes d'émiettement du récit sont intéressantes pour avoir aussi un type de rapport au temps. Et que la série, avec sa forme de récit particulière, nous amène à quelque chose de particulier dans le temps, à vivre peut-être dans l'instant. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les modalités. Je constate que la série nous amène à vivre dans un rapport au présent qui est plutôt une instantanéité, où le moment de la vision est important, où le moment narratif est important. Alors ce qui est intéressant dans la série, c'est en même temps aussi, voilà, dans ce côté parcellaire, dans ce côté où, en tant qu'unité discrète, elles n'ont pas forcément un ordre numérique ou chronologique plutôt que numérique, un ordre chronologique à suivre, l'avant, l'après pose problème. Et notre manière d'être dans l'avant et l'après dans le récit pose problème. Et c'est pas rien, pour une question d'imaginaire, c'est pas rien. Un monde où l'avant et l'après ne sont pas les mêmes. Alors, je vois que encore une fois, je parle trop. Enfin non, j'allais dire je suis payé pour ça. Non, c'est pas que je parle trop, mais je voudrais arriver à d'autres choses. Pour vous permettre de comprendre les enjeux. Je suis comme un pêcheur, j'essaye de vous amorcer pour que vous reveniez la prochaine fois et que vous suiviez le truc. Donc, je change de vers de terre, si je puis dire. Il y a ce moment-là, dont je viens de vous raconter. Il y a un autre moment. On va commencer avec quelque chose. On pourrait commencer avec quelque chose qui est... Je ne vais pas vous la chanter parce que je ne suis pas un bon chanteur, mais cette chanson d'Édith Piaf qui s'appelle « C'est toujours la même histoire ». Et à l'intérieur de cette chanson, il y a cette petite strophe qui dit « C'est toujours la même histoire, j'ose à peine vous en parler, moi j'ai fait semblant d'y croire, faites semblant de m'écouter ». Qui cette fois-ci va nous poser quelque chose sur qu'est-ce que c'est que raconter une histoire. Là, on était sur des enjeux de récit comme système de représentation. Là, on est sur qu'est-ce que c'est qu'être en présence d'une histoire. Je ne dis pas écouter une histoire, je dis en présence d'une histoire, parce que ça concerne aussi bien le narrateur que l'auditeur ou le lecteur ou le spectateur, etc. Et je pense que ce texte il n'est pas de Piaf, il est de Comté, si mes souvenirs sont bons, un parolier qui s'appelait Comté, qui était aussi un écrivain, dit beaucoup de choses. C'est toujours la même histoire, j'ose à peine vous en parler, mais j'ai fait semblant d'y croire, faites semblant de m'écouter. J'ose à peine vous en parler. Ce serait interrogé. C'est quoi ? Sachant l'histoire, c'est toujours la même histoire, c'est d'un gars qui était là, je crois que ça commence comme ça, c'est toujours la même histoire. Celle d'un gars qui était là, et celle d'une fille qui le suivait. Toujours la même histoire. A, M, B, il se passe quelque chose, si on mathématise un peu, il se passe un X ou un C ou un perturbateur qui vient déranger l'histoire de l'amour. Toute la littérature, qu'elle soit amoureuse, militaire, etc., est toujours l'histoire d'un petit désordre, il faut remettre de l'ordre. Alors ça, si, c'est un élément important. C'est pour ça que je cite ce passage-là de Piaf. C'est aussi un élément important. C'est quoi la fonction d'un récit ? Même ceux qui finissent mal, c'est quand même, si j'emploie l'expression retour à l'ordre, vous allez croire que c'est l'ordre premier. Non, c'est quand même l'instauration d'un ordre. Voilà. Une histoire d'amour entre deux personnes qui se passe mal ou bien, s'installe tel type d'ordre. À la fin. Dans le roman policier, quelqu'un tue un personnage, il faut rétablir un ordre naturel des choses. Ça, c'est un philosophe qui s'appelle Guillardreau, qui avait travaillé sur le roman policier, qui dit ouais, c'est étonnant, les romans policiers, parce que les romans policiers ne sont pas simplement une investigation, c'est une cosmogonie, une remise en ordre du monde.
Dans la littérature d'aventure, c'est pareil. C'est, la question du retour, la question etc., c'est quand même une question d'installer. Alors, si le mot horde vous fait peur à cause de la manière dont on l'utilise dans notre atmosphère politique aujourd'hui, parlons d'harmonie. C'est un peu plus sympa que de parler d'ordre. Parlons d'harmonie. Il s'agit, ou de composition, pour parler encore une fois comme un peintre. Il s'agit d'arriver à un seuil de composition où le monde dans lequel on est soit acceptable. C'est peut-être un des grands enjeux de la littérature. Hein. Peut-être un des grands enjeux qu'on a oublié au profit parfois de la littérature, comme la poésie ne travaille que le langage et prend le langage comme objet. Ça a été un des grands discours je ne dis pas que s'il est faux, hein, mais ça a été un des grands discours du XXe siècle, de dire peu importe ce qu'on raconte, c'est la forme et le travail sur ce qu'on appelle l'écriture qui fait la littérature, ou sur le langage qui fait la littérature. Peut-être que là, avec cette question que pose la petite strophe d'Henri Conté dans la chanson de Piaf, on peut repenser les histoires, pas par rapport à leur contenu, mais à ce qu'elles permettent de structurer et le type de rapport au monde qu'elles structurent. Alors, seconde image, c'est une... Ah bah, la seconde image, elle n'apparaît pas. Ah si, voilà. Tintin. Tintin au pays des soviets. J'ai choisi cette image-là parce que je voulais vous raconter, et je vais vous la raconter un peu sommairement, l'histoire de Potemkin. Potemkin, on sait tous, enfin non, on ne sait pas toujours nécessairement tous, parce qu'on pense souvent au bateau de la Révolution russe, mais avant d'être le bateau de la Révolution russe, Potemkin était le ministre de Catherine II de Russie, et on dit son amant. En tant que ministre, en tant que Premier ministre, on va dire conseiller plutôt que ministre, parce que ministre, ça a pris un sens dans nos républiques, alors que là, on était... En tant que conseiller de Catherine II de Russie, il était chargé de lui faire des rapports réguliers sur l'état de la Russie, état économique, etc. Un jour, Catherine II dit « Je veux aller voir sur place ». Et l'histoire rapporte que Potemkin avait un peu faussé les rapports, et donc il devait donner une image de la réalité qui soit celle qu'il avait énoncée à Catherine II, que la situation économique, la situation des moudjiks, des paysans, etc., était bonne. Donc il fait construire un décor, une fausse ville, et il fait circuler dans la rue principale la tsarine, avec des gens qui sont chargés d'envoyer des fleurs, de montrer qu'ils sont heureux, bien habillés, bien replets et contents. Hergé reprend cette chose-là pour dénoncer la Russie communiste. Ça m'intéresse, cette reprise, puisqu'on parlait de reprise tout à l'heure, ça m'intéresse cette reprise. Cette fois-ci, c'est la reprise comme variation qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui se passe quand on reprend une chose dans un autre contexte ? Alors ça aussi, c'est la série le fait. Elle reprend la même chose, je vous disais, elle redit les mêmes trames narratives. Ça peut paraître ennuyeux quand on le formule comme ça, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? C'est peut-être le contexte et l'atmosphère. Ce qui va nous amener à travailler dans ce cours sur 3 notions que je vole, là aussi, je suis un grand voleur, à 3 philosophes. Un, Merleau-Ponty, que j'ai déjà cité, la notion de signe et de propos, parce que dans le texte que je vous ai cité sur le fait divers, signe est suivi d'un texte qui s'appelle propos. La deuxième notion, je la vole à Sartre, qui s'appelle situation. Sartre a écrit, si on regarde dans les bibliothèques, cette fois-ci je ne l'ai pas mesuré parce que je n'ai pas toutes les situations de Sartre, mais il a écrit des recueils d'articles qu'il a regroupés dans le terme de situation. Et 3, Alain Badiou, qui en tant que philosophe politique, dans son rapport à la politique, a écrit des petits textes qu'il a regroupés en circonstance 1, circonstance 2, circonstance 3, circonstance 4, et je crois qu'il s'est arrêté là. Alors que Sartre, les situations étaient là. Pourquoi, en passant par ces auteurs, qu'est-ce qui va nous intéresser là-dedans ? C'est l'à propos du récit.
Alors je reprends là un peu le terme de Merleau-Ponty, c'est en quelles circonstances arrive un récit et pourquoi il se donne à un moment donné le prélèvement d'un rapport au temps, d'un rapport à l'instant qu'il va peut-être subsumer, c'est-à-dire dépasser, ou faire rentrer dans une catégorie, transcender, etc. La valeur exemplaire, pourrait-on dire, que peut avoir un récit particulier est construite par le cadre ou par le contexte dans lequel on le donne. Je reprends l'exemple de Walter Benjamin racontant dans Expérience et pauvreté et le narrateur, qui est repris d'ailleurs par Jean-Luc Nancy dans La communauté des œuvrés. Il faut une situation pour que le récit puisse porter. Voilà. Le soir, autour de la cheminée, le grand-père raconte une histoire. C'est un peu comme ça que commence le narrateur de Walter Benjamin. Le texte de Jean-Luc Nancy, qui est un texte sur la politique qui s'appelle La communauté des œuvrés, dit « Il y a une scène primitive qui se reconduit. Autour du feu, les hommes se rassemblent et se racontent des histoires. » Sauf que pour Walter Benjamin, ça va produire le récit comme forme laïque moderne. Chez Jean-Luc Nancy, ça va produire le récit comme mythe fondateur des sociétés, etc. On ne va pas trop s'attarder, si on aura à s'attarder sur cette notion, mais c'est plutôt l'à-propos ou la situation du récit. Le fait que des formes de récit apparaissent à des moments du temps. Alors là, on aura étudié, par exemple, ce que dit en connexion avec Raymond Queneau, dont je parlais tout à l'heure, ce que dit Hegel à propos du roman. Le roman n'apparaît que parce que la bourgeoisie au XIXe siècle a besoin de se trouver une forme de narration qui concurrence l'épopée. Donc Hegel écrit, je cite de mémoire, « Le roman est l'épopée de la bourgeoisie ». Alors, c'est l'épopée de la bourgeoisie parce que c'est le passage, alors pour plusieurs raisons, c'est le passage du vers à la prose, c'est le récit de l'avènement de l'individualité et d'une forme de subjectivité assumée, conquérante du monde. Et en note, parce que c'est écrit dans un texte de Hegel qui sont les notes de cours prises par ses étudiants qui s'appelle l'esthétique. On a ce passage-là où les romans sont l'épopée de la bourgeoisie. Et en note, on a cette remarque qu'a prise un étudiant, peut-être Hegel l'a-t-il prononcée, on ne sait pas. Il est révélateur que les grands romans contemporains, donc du 19e, puisque c'est la note, que les grands romans du 19e portent tous des noms propres. Et donc cette épopée de l'individualité, de la subjectivité, c'est pas tout à fait vrai. On peut trouver des romans qui ne portent pas des noms propres, mais quand même c'est vrai en même temps que toute la littérature est constituée comme toute cette littérature au XIXe siècle est constituée sur des itinéraires de vie, sur des itinéraires existentiels et sur des constructions de subjectivité. Je vais prendre uniquement Balzac, la cousine, même si c'est des noms qui ne sont pas vraiment des noms propres, la cousine Bette, le cousin Ponce, Louis Lambert, Sérafita, etc. Mais il n'y a pas que ça chez Balzac, il y a aussi les paysans, sauf que les paysans devient peut-être un nom propre. Il y a le lys dans la vallée, et le lys dans la vallée, c'est peut-être un modèle de la subjectivité. Alors c'est le côté mystique de Balzac. Enfin, Balzac, il est bizarre. Il a des côtés mystiques. Le lys dans la vallée, il a des côtés très matérialistes. Les paysans ou les employés, qui sont des romans peu connus, mais qui sont très intéressants. Et puis il a Louis Lambert, qui est qui est son double, en fait. Voilà. Donc Balzac écrit des romans à nom propre. Zola, autre période, écrit des romans à nom propre. Nana, enfin, les Rougon-Macquart, toute la série des noms des Rougon-Macquart. Donc effectivement, peut-être, Hegel a-t-il raison là-dessus. Et ce qui va nous intéresser, c'est pas qu'Hegel ait raison là-dessus, c'est que ce que Hegel nous dit, c'est qu'à un moment donné, une forme esthétique apparaît pour pouvoir prendre en charge une forme d'énonciation, une forme de proposition à l'égard du monde dans lequel on est. Et que donc le roman,
On a beau le faire naître, on peut le faire naître au XIVe siècle ou au XVe siècle avec les romans de chevalerie, etc. En tout cas, il s'accomplit au XIXe siècle parce qu'il correspond, mine de rien, à un besoin de système de représentation du monde. Dans le même temps, d'ailleurs, que ces romans à nom propre qui se mettent en place, XIXe siècle, pour revenir à nos formes brèves et à nos émiettements des récits, c'est la naissance du roman feuilleton. D'ailleurs, c'est le même. 1836, je crois, si mes souvenirs sont bons, je vais retrouver dans mes notes. 1836, effectivement, un des premiers romans feuilletons est un roman de Balzac, en France. Et ensuite, ça entamera la mode sur toute l'Europe, Dickens, etc., jusqu'à Eugène Sue, donc des formes narratives différentes du roman feuilleton. C'est lié aussi, peut-être, à une technologisation des modes de diffusion du récit, qui passe par le journal, le livre étant déjà, puisqu'on se plaint toujours que le livre est en forme de perdition, Balzac écrit de longs passages, puisque c'est un des initiateurs de la Société protectrice des auteurs en France et qu'il a beaucoup travaillé sur la notion de droit d'auteur, etc. Il se plaignait déjà, lui, à son époque, on se plaignait déjà de la disparition du livre face aux journaux, même si ça n'empêchait pas de travailler avec les journaux. On est dans une forme d'émiettement des formes narratives. Alors c'est très intéressant. Parce que ça pose des problèmes par rapport à une économie de l'attention, ce qu'a étudié Yves Citon, mais il n'est pas le premier, Jonathan Crary, un philosophe américain, un penseur américain, pas philosophe, avait déjà travaillé sur cette économie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire qu'attendre les choses ? On le sait, aujourd'hui, on a des moyens, on regarde des séries, mais on les regarde empâtées, si je puis dire. 10 d'un coup. Oh, je me suis fait il suffit d'écouter ce que disent les gens autour de nous. Ce week-end, je me suis fait 10 épisodes de telle série. La sériation, qui est normalement pour dire une discontinuité du temps, dans notre rapport à l'attention, elle suscite des blocs, pourrait-on dire, de diffusion. Je ne veux pas faire Je vais comparer plutôt, parce que j'allais dire, je ne veux pas faire le réactionnaire ou le nostalgique. À une époque, on était dans un autre rapport à la série ou au feuilleton. On l'attendait. Ça signifiait une forme de rendez-vous. Cette forme rendez-vous, elle est intéressante. Elle dit aussi un autre rapport au temps. C'est comme si, entre récit en série et récit en feuilleton, il y a un rapport à la temporalité qui se jouait différemment. L'attente, c'est le même mot qu'attention, hein, ça c'est la philosophie de Husserl qui nous le montre. L'attente produit un mode de réception et un mode de réceptivité des récits qui est différent que quand le récit lui-même est à disposition. Donc, alors, c'est pas tout à fait clair encore cette notion, et pour moi, dans la formulation, etc., mais elle pose un des enjeux. Le troisième point qu'on aura à voir, je ne sais plus si c'est le troisième point, mais un autre point qu'on aura à voir, c'est un point qui est alors un peu plus technique, c'est un point épistémologique. Tout ça par rapport au récit, hein. Non pas sur la construction et la structuration des récits. Je pense que des gens comme Genette, les structuralistes autour de la littérature, etc., en disent suffisamment. Mais quand je dis épistémologie, c'est le rapport au savoir et le rapport à la vérité et à la réalité des modes de narration et de ce qui se joue dans les séries. Je pars du postulat, qui n'est pas un postulat, mais on verra ça plus tard. Canguilhem, un philosophe des sciences, un penseur des sciences, écrit « La science doit apparaître dans un univers qui la rende possible ». Faire l'histoire de la science, c'est faire l'histoire de ce qui la conditionne d'une certaine manière, et réfléchir aussi à l'idéologie que porte la science. C'est ce que veut dire Canguilhem. Donc la science, n'est pas une vérité éternelle, n'est pas détachée du réel, elle est liée à des conditions d'apparition. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est une des hypothèses qu'on va avoir, à l'inverse, pour le récit ou pour les formes récitatives,
on pourrait écrire: le récit ne doit pas apparaître dans un univers qui le rende possible. Il conditionne, donc le récit conditionne la possibilité que notre monde nous apparaisse comme un univers. Inversion de la proposition, ça veut dire que le récit produit la possibilité qu'émerge notre monde contemporain ou notre monde actuel. Je ne dis pas ça innocemment, même s'il me reste 5 minutes, etc., puisque c'est des choses sur lesquelles on va passer du temps. Je ne dis pas ça innocemment. Regardez, il y a quelques années, puisqu'on est dans le cadre de l'Anthropocène, qu'il y a des réflexions sur l'écologie dans toutes les interventions qu'il y a. On a des réflexions sur l'écologie, sur la manière de structurer notre monde, etc. Il y a 20 ans, j'allais dire jour pour jour, j'en sais rien, je n'étais pas spécifiquement là il y a 20 ans, mais il y a quelques années, la grande manière de penser le monde, c'était la construction de modèles. D'où le rôle de l'informatique, de le rôle, etc. On faisait des simulations, on construisait des modèles du monde. Il s'est avéré, et ça, on pourra en faire un objet de discussion et en faire un objet de séance, il s'est avéré que cette idée de modélisation était inopérante. Qu'est-ce qu'on fait ? On scénarise, alors soit les designers le font souvent, ils scénarisent le monde. Là, on est dans un registre où il faut imaginer le monde. On est dans un changement de registre où il ne s'agit pas d'avoir un modèle qui construit une armature scientifique du monde, qui construit des propositions qui pourraient être vraies structurellement ou dire des vérités sur le monde. Il s'agit de construire des récits qui structurent des possibles ou des potentialités du monde. Et la culture de l'Anthropocène, elle se joue effectivement là. C'est pour ça que la question du récit, pour moi, est une question sur l'histoire des représentations et des formes de représentation. Qu'est-ce qui est possible ? Quel est le seul discours, honnêtement, quelles sont les formes discursives plutôt, qui autorisent de traiter du possible, du vraisemblable et de ce qui pourrait être, sinon les formes du récit, que ce qu'on les catégorise par la fiction, la factualité, etc. On le voit, la plupart de nos imaginaires, des imaginaires que l'on ouvre, ce sont des récits qu'on nous raconte. Alors, je ne me prononce pas encore sur leur degré de vérité, sur leur degré d'effectivité ou sur leur degré de fausseté et sur leur degré de choses, mais voilà. Ce que je veux dire et ce que nous allons étudier aussi avec cette phrase, le récit ne doit pas apparaître dans un univers qui le rende possible, il conditionne la possibilité que notre monde nous apparaisse comme un univers. Je vais finir, parce que je vois qu'il me reste 2 minutes et des brouettes, pour vous illustrer ça par 2 exemples philosophiques. Alors, je ne vais pas montrer ma dernière image. Je vais quand même montrer ma dernière image parce que chaque année, j'ai une image qui revient tout le temps. Au début, l'an dernier, c'était celle-ci qui revenait tout le temps. L'image qui va revenir tout le temps, c'est celle-ci, qui est l'image d'un... je crois que vous avez la référence, oui. D'un illustrateur de BD, dont l'itinéraire, d'ailleurs, n'est pas inintéressant. Il a commencé à faire de la publicité pour Edison aux États-Unis. Edison l'a employé pour faire la promotion commerciale de ses inventions. Et petit à petit, il est devenu un dessinateur reconnu, avéré. Il l'a envoyé en Europe. À un moment en Europe, il s'est intéressé à ce qui émergeait en Europe, le dessin narratif, pourrait-on dire. Et il a produit énormément de formes. Comme d'habitude, comme la première image d'appareil de capture là, des animaux que je vous ai montré, cette image, je l'ai extraite de 1000 plateaux de Gilles Deleuze. Parce qu'à un moment donné, on aura à travailler la structure à parler de la structure, pas à travailler, à parler de la structure de ce récit. Donc, notre trame, tout ce que je vous ai raconté, grosso modo là, tient dans ce dessin pour moi. Jeu de regard, jeu de positionnement, qui est l'auteur et quel est l'auteur, quel espace sacré, quelle ouverture du monde sacré, quelles sont les puissances ou les potentialités du passé dans le présent,
et quelles seront les puissances et les potentialités dans l'avenir, il me semble que tout tient dans ce dessin. On ne va pas en faire l'analyse, puisqu'elle va revenir, cette image va revenir sans arrêt. Mais je voulais finir par un autre philosophe, qui n'est pas un philosophe, qui est un inventeur d'histoire, qui est Leibniz. Leibniz, à la fin d'un grand texte, la Théodicée, alors la Théodicée, c'est pas le premier à écrire des théodicées, hein. C'était une espèce de tradition philosophique qu'il fallait justifier que le mal existe. Donc il fallait grosso modo se faire l'avocat de Dieu. Donc quelques philosophes, saint Thomas, enfin quelques penseurs, théologiens, etc., ont justifié dans des textes l'existence du mal sur Terre pour qu'on évite de reprocher à Dieu qu'il ait inventé le mal ou qu'il l'ait mis sur Terre. Donc on trouve une justification. On connaît la moquerie de Voltaire sur Leibniz, le meilleur des mondes possibles, dans Candide, et on voit toutes les aventures qui arrivent, désagréables qui arrivent à Candide, et ça finit toujours, on est dans le meilleur des mondes possibles. Donc la Théodicée, c'est un peu la structuration philosophique de ça. Sauf que la Théodicée finit sur une espèce de métaphore, de petit conte un peu étrange. Un personnage monte une tour, arrive dans une pièce qui est une bibliothèque. Dans cette pièce, il y a un livre, et ce livre contient tous les récits infinis et possibles du monde, qu'aurait pu choisir Dieu, parce qu'on est dans une théodicée, mais contient tous les récits imaginables, donc tous les mondes possibles sont racontés dans un livre qui est posé, ouvert, etc. Et la théodicée finit là-dessus. Comme si Leibniz refusait de choisir, dans tous ces univers qu'il appelle des compossibles, une décision particulière, et donc du coup, d'une certaine manière, ne répond même pas à l'enjeu qu'il avait de justifier le mal sur Terre et de prendre la défense de Dieu. Ce texte est assez étrange. Et il y a encore une fois, une deuxième chose chez Leibniz. Il invente un concept qui est celui d'événement. Alors il invente la notion existait avant lui, mais la question est de savoir pour lui, et il prend cet exemple-là, alors on rejoint un peu les compossibles, hein. Qu'est-ce qui se serait passé si César n'avait pas franchi le Rubicon? Donc César, en 44, je crois, quelque chose comme ça, avant de prendre le pouvoir à Rome, se trouve devant un petit ruisseau qui délimite le territoire de la ville. Il est en dehors de la ville, et s'il franchit le Rubicon, c'est grosso modo, il fait un acte d'agression à l'égard de la ville, et c'est comme s'il décidait finalement de prendre le pouvoir. Et donc, Leibniz pose la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si César n'avait pas franchi le Rubicon. Et il dit, la question ne se pose pas, historiquement, la question ne se pose pas. Il a franchi le Rubicon, on le sait, il a pris le pouvoir, etc. etc. Mais est-ce que c'est une signature? Il emploie cette expression assez bizarre. Est-ce que c'est une signature dans l'être de César, enfin, quelque chose qui définirait par essence César que d'avoir franchi le Rubicon? Et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait donc du coup eu une autre signature? Et donc quel récit d'histoire on aurait pu porter? Alors je veux finir sur ces deux exemples, ces zéros là, mais je vais reprendre une chose, parce que je voudrais dans les dernières séances qu'on travaille sur une question qui est alors très très contemporaine. Les historiens sont en train de se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé d'une histoire fictionnelle. Il y a des historiens qui se mettent à écrire des histoires fictionnelles très sérieusement. Si Napoléon avait gagné Waterloo, si Hitler avait bon, on sait que la littérature s'en est déjà emparée. Philippe Cady qui a fait Le Maître du Haut Château, où Hitler a gagné la guerre, il est parti aux États-Unis, etc. Des romanciers ont écrit sur Napoléon gagnant Waterloo. Là, c'est des historiens qui prennent très au sérieux ce qu'on appelle l'histoire conjecturelle, et que cette histoire conjecturelle doit leur permettre, en construisant ces récits, c'est là où je voulais en venir, d'ouvrir des opportunités ou des imaginaires sur l'avenir. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir bien amorcé.